les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Alors toujours dans la région bordelaise, je suis venu voir Bernard Manan. Bonjour Bernard. Bonjour Gérard. Donc toi tu es hypnothérapeute. Tout à fait, oui. Ok, hypnothérapeute. Alors, écoute, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, et puis surtout comment t'en es arrivé là? Ouais, donc j'ai 42 ans, bientôt 43. Ouais. Je suis issu du monde de la communication. D'accord. Puisque pendant longtemps j'ai été directeur de la communication d'une structure para-étatique, on va dire, Ouais. sur l'Aquitaine, sur le Limousin. Et puis je m'intéressais depuis vraiment très longtemps à tout ce qui concernait un peu l'âme humaine, l'esprit. Et suite à pas mal de travail sur moi, de choses que j'avais pu voir, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait certains malaises, certaines problématiques chez les gens que je rencontrais. Et j'ai eu envie de creuser ça. D'accord. Et donc j'ai eu un peu un changement radical de vie, puisque j'ai un peu quitté le monde de la communication extérieure, c'est-à-dire les plans de communication, c'est-à-dire les sites internet, tout ça, pour aller vers une communication plus intérieure. Et j'ai monté une entreprise qui se destine à favoriser l'insertion dans l'entreprise de personnes justement pour qu'elles soient bien intégrées, que tout se passe bien à l'intérieur de la boîte, à détecter des gens qui seraient susceptibles de faire de ce qu'on appelle des burn-out, à détecter ce qu'on appelle aussi des pépites au sein des entreprises, et qu'elles puissent, j'allais dire, se mettre bien comme il faut et atteindre leurs objectifs. Et puis j'ai voulu aller encore plus loin, et j'ai monté mon cabinet d'hypnothérapie où nous sommes ici. Et il est ouvert depuis bientôt, ça fait un an et demi que je suis là, et ça fait depuis plus de 2 ans que je pratique. Et je suis vraiment satisfait, puisque il y a vraiment quelque chose de gratifiant bien sûr, à aider les personnes à aller mieux et à leur permettre de trouver en elles les ressources nécessaires à leur bien-être. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant. D'accord. Alors toi, dans ta pratique courante, tu as 2 approches. Tu as une approche purement hypnose, mais tu as une approche PNL aussi. PNL, hypnose, c'est un peu, allez, osons le mot, les 2 faces d'une même pièce. C'est-à-dire que maintenant, je ne me verrai pas faire de l'hypnose sans y rajouter une pointe de PNL, ou faire de la PNL sans y rajouter une once d'hypnose. C'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire. Indissociable. À mon avis, quand on est dans le monde de la thérapie, on a des outils. Oui, bien sûr. Et ces outils, on les met dans une boîte, c'est la fameuse boîte à outils. Et cette boîte à outils, elle ne peut pas forcément être utile, on ne peut pas utiliser le même outil pour tout. On parlait tout à l'heure en aparté du fameux exemple du clou. Quand on a un marteau, c'est plus simple. Le tournevis, on prend le marteau que le tournevis. On est d'accord. On est d'accord. Et donc c'est ça la vocation de ces outils. Les thérapies brèves, etc., ont pour vocation, à mon sens, de donner une liberté à la personne qui vient nous voir, au client qui vient nous voir. Et le but de toute thérapie, au-delà des instruments qu'on utilise, c'est d'abord de donner une autonomie à la personne, de lui redonner la liberté qu'elle a perdue parfois elle-même. Alors tu as commencé par la PNL ou par l'hypnose? Par l'hypnose. D'accord. Pourquoi, on va rentrer un peu plus dans l'hypnose après, mais pour l'instant on reste générique. Pourquoi est-ce que tu as senti le besoin, je suppose que c'est comme ça que ça s'est fait, le besoin de faire de la PNL en plus? Parce que l'hypnose, malgré toutes les qualités de l'instrument, et peut-être parce que dans ma pratique de l'hypnose, je trouvais qu'il y avait certains biais, pas forcément limitants, mais qui moi dans ma pratique me limitaient, j'ai découvert l'outil PNL et je me suis dit mais ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment un plus. C'est pour filer la métaphore de tout à l'heure avec la boîte à outils, c'était vraiment l'outil qui me manquait pour certains cas bien spécifiques. Quand on a par exemple quelqu'un qui vient nous voir pour une phobie, on peut le traiter par l'hypnose, de manière très classique on va dire, mais aussi on peut le traiter avec la PNL, d'une autre manière, avec une autre approche, et ça peut être aussi intéressant.
D'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu fais des séances qui sont purement d'hypnose ou purement de la PNL? Les deux en général. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de préconçu. Ouais. Quand une personne vient me voir, par exemple, le truc pour lequel on vient souvent voir un hypnothérapeute, c'est l'arrêt de la cigarette. Ouais. On va d'abord y aller en hypnose, a priori, on va dire. Et puis la personne qui vient me voir, elle s'attend à ce qu'on fasse de l'hypnose. Ouais. Mais quand on commence à parler avec cette personne, quand on commence à discuter avec elle, quand on fait ce qu'on appelle l'anamnèse, la récolte d'informations, quand on commence à avoir dans sa tête un peu la carte de la personne, comment elle peut penser, quels sont ses biais limitants, qu'est-ce qui peut, j'allais dire, ne pas clocher en elle, mais quel est le point sur lequel on pourrait appuyer. Là on se dit, tiens, là je pourrais utiliser cet outil-là. Ou tiens, ça me fait penser à quelque chose qui pourrait être utile. Et on se porte. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire de l'hypnose ou tiens, je vais faire de la PNL. Je me dis d'abord, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour être utile à la personne en face de moi. D'accord. Et j'ai dit, ça s'impose de soi-même. Je fais très rarement des séances qui sont purement hypno maintenant. D'accord. Puisque dans ce que l'on appelle la recherche de l'objectif, on va être dans une approche beaucoup plus PNL, par l'utilisation des outils, quitte à ce qu'ensuite on se serve de toutes ces informations-là pour faire de l'hypnose. D'accord. Donc les deux sont vraiment très très complémentaires. Okay. Si tu devais donner une définition des deux méthodes, c'est-à-dire l'hypnose et la PNL, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, l'hypnose, c'est un peu, c'est quelque chose de profondément humain, dans le sens où c'est quelque chose de naturel. On passe beaucoup de temps en hypnose, de manière classique. J'aime bien prendre cet exemple, qui est un exemple connu, mais quand on conduit, c'est pas nous qui conduisons, c'est quelque part une part inconsciente de nous-mêmes, et donc on conduit quelque part sous hypnose. La PNL, c'est osé, hein, quand même. Un exemple, Gérard, lorsque tu es au volant de ta voiture et que tout d'un coup tu vas t'arrêter à un feu rouge que tu n'auras pas consciemment vu. D'accord. C'est quelque part ton inconscient qui aura vu le feu rouge et qui aura fait en sorte que tu seras arrêté. Lorsque par exemple je sais pas moi, un objet va être lancé vers toi, tu vas utiliser des réflexes pour arrêter cet objet-là, mais tu ne vas pas le faire consciemment. Ça je suis d'accord. Donc ce sont tout ça, et d'autres exemples aussi, montrent que l'inconscient va agir sans que forcément le conscient soit de la partie. D'accord. Et ça, pour moi, l'hypnose, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans le sens où on va vers l'inconscient, on permet à la personne d'aller quelque part à la rencontre d'elle-même, en toute autonomie. D'accord. Je prends souvent cet exemple-là encore. Quand on va voir un hypno, c'est pas l'hypno qui va prendre stricto sensu le contrôle de la personne. C'est que la personne en face de nous va nous déléguer quelque part, va nous autoriser à la guider pour qu'elle aille dans une direction qui lui permette d'aller mieux, qui lui permette d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. D'accord. Je donne un peu cette image, c'est un peu lorsque l'on est dans une voiture de rallye, il y a un copilote, il y a le pilote. Moi je suis un peu le copilote, c'est-à-dire que j'ai la carte, je peux vous dire d'aller plus vite, je peux vous dire peut-être éventuellement vous pourriez freiner, ou vous pourriez aller à gauche ou à droite, mais concrètement c'est vous qui êtes au volant, c'est vous qui avez des pédales de frein et d'accélérateur. Donc c'est vous quelque part qui décidez. Donc ça c'est un peu l'approche hypno. L'approche PNListe elle est beaucoup plus je ne vais pas dire en pleine conscience parce que ça a une connotation particulière, mais on n'est pas en transe lorsque l'on est en PNL. Donc on a une autre vision des choses et une autre acceptation des choses que lorsque l'on est en hypnose. La PNL, c'est un outil qui a été développé... Alors PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Tout à fait. C'est la fameuse école de Palo Alto, avec Bandler et Greenler, qui sont les deux papes de la PNL, et qui en fait, pour vous la faire courte, à un moment se sont dit, mais tiens, qu'est-ce qui fait que des thérapies avec des thérapeutes fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas? Et ils ont commencé, alors il y a toute une histoire avant, à modéliser ce qui fonctionnait, notamment Sapir, notamment Erickson. Et c'est en modélisant ces personnes-là, en regardant ces différentes techniques-là,
que la PNL, la programmation neurolinguistique, est apparue. Donc c'est un outil véritablement complémentaire. Alors quand on dit la PNL, c'est un outil de manipulation, ça fait partie des choses qui se disent. Donc, ouais, mais est-ce que la fourchette est un outil qui va vous crever un œil ou vous permettre de vous nourrir? Oui, ok, d'accord. La problématique n'est pas l'outil, c'est l'utilisation de l'outil. Ouais, ok. Donc la PNL est un outil de manipulation. Le plus gros outil de manipulation qui existe, c'est la télévision. Oui, ça, je suis d'accord. Ça peut être autre chose, mais ça peut être aussi, quand on regarde des bons programmes, un fabuleux outil de connaissance. Je trouve que c'est bien lui faire un mauvais procès à la PNL, que de dire que c'est un outil de manipulation, parce que quand on regarde l'outil prétendument manipulatoire, on oublie de regarder la personne qui manipule l'outil prétendument manipulatoire. Et c'est un peu, je vais dire, on essaie de regarder l'arbre sans vouloir voir la forêt qui est derrière. Ouais. Mais bon, on entend des histoires du style le vendeur qui va calquer son attitude sur l'attitude du client de façon à créer une connexion, de façon à lui vendre plus facilement son matos. Tu croises les jambes, je croise les jambes, tu te grattes l'oreille, je me gratte la même. Ça s'appelle la synchronisation. Ouais. Et oui, c'est quelque chose qui est utilisé. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur de ces choses-là. Ouais. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a 36 000 autres manières de manipuler dans la vie. Bien sûr. Qui ne sont pas forcément de la PNL. Et souvent, les gens ne sont pas forcément, quand ils vont acheter dans un magasin, quelque part ils savent qu'ils sont face à un vendeur. Oui. Il y a, je vais dire, un certain habitus, un certain endroit qui fait que oui, ils savent qu'ils vont aller là-bas pour essayer de voir un vendeur qui va essayer de vous vendre des choses. Bien sûr. Donc il y a quelque chose qui fait que les gens ne sont pas forcément dupes. Ouais. Quand on vient en thérapie, on n'est pas forcément dans la même optique. On ne vient pas pour se faire manipuler. Bien sûr. On vient pour aller mieux. Ouais. Et si on va, j'allais dire, si on ne va pas bien, c'est que quelque part, on s'est soi-même parfois manipulé aussi. C'est-à-dire que l'on n'a pas voulu voir certaines choses. On a jeté un voile pudique sur certains aspects plus ou moins noirs, plus ou moins problématiques de son existence. Bien sûr. Et si la PNL permet de justement dévoiler au sens premier du terme certaines de ces choses-là, la PNL dans ce cas-là est un outil vraiment très efficace et très puissant. D'accord. Alors si on en revient à l'hypnose, comment ça se déroule une séance? Très simplement. Moi je viens de voir parce que j'ai un problème. Alors je sais pas, on va prendre le truc basique puisque c'est celui auquel on pense tout de suite quand on parle d'hypnose. C'est bonjour monsieur, voilà moi je fume trop et maintenant je tousse et tout, faut que j'arrête. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Moi, ce que je peux faire pour vous, c'est vous dire que c'est très bien de vouloir arrêter de fumer. Déjà, premier point. Et puis, dans un premier temps, on va commencer à discuter. On va avoir une vraie discussion profonde qui va durer plus d'une demi-heure, voire même des fois 1 heure. Et c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est-à-dire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est je vais essayer de voir ce qui, en vous, veut arrêter. Déjà, si c'est vous qui voulez arrêter. Oui. Puisque si vous venez me voir et que vous me dites ma femme veut que vous me fassiez arrêter de fumer, va y avoir un souci. Non, moi je vais arrêter parce que mon docteur m'a dit qu'il fallait que j'arrête absolument. D'accord, mais vous dites quoi au-delà de ce que dit votre docteur? Est-ce que c'est bon pour vous? Je fais confiance à mon toubib, c'est son métier après tout, chacun son boulot. D'accord. Dans ce cas-là, moi j'essaierai de trouver ce qui en vous peut servir de levier. Pour vous faire arrêter, pour essayer de vous surmotiver si je sens que j'ai envie d'arrêter parce qu'il y a la santé, parce que ça coûte cher, parce que ceci, parce que cela. Quel est le levier qui est en vous et le levier le plus efficace? Certains, ça peut être la santé, parce que ils ont été chez le toubib, comme tu viens de le dire, et puis le toubib leur a fait peur parce qu'il leur a montré les radios des poumons. D'autres, ça va être parce que ça va augmenter et que financièrement, ils en ont marre de payer, je ne sais pas combien ça vaut un paquet, mais 10 euros quoi. Cher. Donc il y a plein de raisons différentes. Donc le premier travail, ça va être pour moi en tout cas, de trouver le bon levier d'attaque. Et ensuite, on va... Attends, je me suis juste coupe, parce que sinon je perds le fil de mes idées. Ça veut dire que selon ce que je vais te raconter, la méthode que tu vas utiliser
la méthode d'induction, je suppose, ne sera pas la même. C'est ça? C'est du sur-mesure. D'accord. L'arrêt de la clope, comme n'importe quelle autre problématique, c'est du sur-mesure. Alors, bien sûr, dans l'hypnose, il y a ce que l'on appelle des protocoles. Oui, bien sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle des scripts, qui sont, j'allais dire, des choses, des questions que tu peux lire en direct. Moi, personnellement, c'est pas trop mon approche, parce qu'à force de vouloir rester bloqué sur une feuille, tu oublies peut-être d'être ouvert sur la personne qui est en face de toi. Donc, moi, personnellement, c'est pas ce que j'utilise. Je vais utiliser beaucoup plus la présence, la calibration, c'est-à-dire la lecture de ton corps, de ce que tu veux dire, puisque 90% de ce que tu vas me dire, en fait, c'est ton corps qui va me le dire. D'accord, ouais. Donc, et tout ça, ça va m'aider à justement faire du sur-mesure pour te permettre d'atteindre ton objectif qui, dans l'exemple que tu as donné, est l'arrêt de la cigarette. Et après cet aspect-là, où on aura discuté, où j'aurai vu les choses qui font que tu souhaites arrêter, on va véritablement rentrer dans de l'hypnose avec un protocole qui va te permettre de descendre en transe. Là, on va travailler. Il y a différentes méthodes. L'une des plus célèbres, c'est ce qu'on appelle la Méglé, du nom du thérapeute qui l'a créé. C'est la fameuse une séance, que parfois certains hypnothérapeutes peuvent se prévaloir. À titre personnel, cette idée d'une séance, pour moi, c'est un peu bizarre. Il faut le nombre de séances qui est nécessaire. Ouais, d'accord. Après, arrêter de la clope, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire, est-ce que tu vas arrêter la cigarette pendant 24 heures? Est-ce que tu vas arrêter la cigarette pendant 48 heures, pendant un mois, pendant une vie? Ouais, d'accord. C'est, l'arrêt de la clope, pour moi, c'est quelque chose de sérieux, puisque la vie des gens en dépend, souvent à terme. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner des rendez-vous réguliers après la séance proprement dite de l'arrêt de la cigarette. D'accord. C'est-à-dire qu'après le travail de fond, j'aime bien donner rendez-vous un mois après à la personne, pour être sûr, pour que ça soit bien ancré. Et puis 3 mois après. D'accord. Et enfin 6 mois après. D'accord. Et au bout de 6 mois, si la personne n'a pas fumé pendant 6 mois, là je peux vraiment dire ok, c'est bon. C'est bon, ça, on a arrêté. Donc, et ça rassure aussi la personne que l'on a en face de soi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas soigner avec l'hypnose? Typiquement, certaines maladies, le sida, le cancer, une grippe. On ne peut pas soigner une grippe avec l'hypnose. Oui, bien sûr. Un bras cassé, par définition. On ne peut pas tout faire avec l'hypnose. On peut faire beaucoup de choses avec l'hypnose, mais on ne peut pas tout faire. Et je pense qu'il faut là, à ceux qui nous regardent, lancer vraiment un message important. Ceux qui vous disent l'inverse, ceux qui vous disent le contraire, fuyez. Ah oui, d'accord. Parce qu'il peut y avoir des agrafins, il peut y avoir des filous, comme dans tous les métiers d'ailleurs, un peu plus ici qu'ailleurs. Mais ceux qui vous disent qu'ils vont vous guérir d'un cancer avec de l'hypnose, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on peut améliorer l'acceptation de certains traitements par le biais de l'hypnose, c'est-à-dire quand on est sous trithérapie, on peut l'hypnose peut vous aider à accepter mieux le traitement, c'est-à-dire à ce que certains effets du traitement soient moins prononcés, des effets néfastes, négatifs, des effets contraires, mais en aucun cas l'hypnose ne soignera. Alors moi monsieur, je suis, c'est pas une maladie, parce que je me sens bien, mais je suis kleptomane. Je ne peux pas m'empêcher de rentrer dans un magasin pour piquer une montre à l'étalage. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Est-ce que vous pouvez me guérir de ça? Alors, l'hypnose, elle ne va pas guérir. Ah oui, mais il faut être précis. C'est dans mon langage. C'est mon langage. Moi, dans mon langage. Moi, dans mon langage, dans mon langage de non-médecin, je ne te dirai pas je vais te guérir. D'accord. Donc, c'est un peu comme, je ne sais plus quel roi qui disait je te touche, Dieu te guérit. Je crois que c'était Henri IV, je ne sais plus lequel, enfin bref. Mais moi, je ne vais pas te guérir. Par contre, par le travail que tu vas faire avec moi, mais le travail que tu vas faire sur toi, tu vas pouvoir sortir un comportement qui pour toi n'est pas un comportement écologique, c'est-à-dire qui te convienne.
c'est-à-dire avec lequel tu es en accord. Si tu viens me voir parce que la kleptomanie te gêne... Alors non, monsieur, alors moi la kleptomanie, ça ne me gêne pas du tout, au contraire, j'adore ça. Simplement, et mes enfants me le disent, on en a marre de venir te chercher, de venir te chercher au commissariat de police, quoi. Ben dans ce cas-là, ben, j'ai compris. Ben oui, je comprends aussi. Ben dans ce cas-là, on va faire un travail pour justement ce comportement. Ben, il n'est plus lieu. Tu peux, sans que l'on soit dans la manipulation mentale, attention, il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Mais lorsque tu as un comportement qui est un comportement limitant, qui est un comportement qui, même s'il te plaît, parce que quelque part la clope, c'est quasiment le même sujet. Ah oui. Quelque part, je veux arrêter de fumer, mais quelque part en moi, il y a un côté qui a envie de continuer. Oui. Donc tu es un peu, j'allais dire, schizophrène sur l'arrêt de la cigarette. Tu as un côté qui veut arrêter et l'autre côté qui veut continuer. Et là, sur l'exemple que tu me donnes, la kleptomanie, mes gosses, ils m'en veulent, mais quelque part, j'aime bien. Non, puis il n'y a pas que mes gosses, je veux dire, je risque, bon, ok, les juges sont sympas, en plus c'est marqué dans mon dossier médical que je suis kleptomane, donc, mais bon, ils ont tendance à vouloir me mettre à l'hôpital pour me boire de médoc, et ça, j'ai pas forcément envie, quoi. Justement, on va utiliser les thérapies comme l'hypnose, comme la PNL, pour pouvoir justement travailler tout ça et te permettre de ne plus avoir ce comportement et donc de ne plus avoir pour compagnie les mecs dans la même cellule que toi. Ouais, d'accord, Ok. Alors, un autre exemple, alors là c'est plus physiologique. Voilà monsieur, moi j'ai un problème de direction, je suis impuissant. Bon, tout fonctionne, j'ai été voir plein de toubibs, ils m'ont scanné, ils m'ont regardé dans tous les sens, et tout fonctionne. Physiologiquement, tout fonctionne. Mais j'arrive pas à avoir une érection. Donc il y a peut-être un blocage, j'en sais rien, mais je sais pas à quoi le rattacher non plus. Alors 9 cas sur 10, c'est dans la tête. D'accord. Donc c'est pas que ce soit rare, mais pour qu'il y ait des vraies causes physiologiques, c'est vraiment 10-15% des cas. Dans le reste du temps, c'est dans la tête. Et ça, l'hypnose peut vraiment t'aider. Il y a des protocoles pour ça. Un des plus connus, on va créer en toi une rigidité dans le bras. Dans le bras, et on va dire, voilà, ton bras est extrêmement dur, tu ne peux pas le plier, etc. Et ce bras, une fois qu'il sera dur et bien tendu, c'est le même mécanisme que tu vas utiliser en hypnose de spectacle, quand tu mets une personne, tu sais, sur la chaise. C'est le même système. Tu vas faire ce bras très très dur, et ce bras-là, tu vas, à la personne qui vient te voir, lui faire toucher, j'allais dire, au niveau de son aine, de son bassin, et toute cette dureté, toute cette rigidité va passer du bras à l'endroit où ça doit passer. D'accord. Et tu vas faire un travail comme ça, et généralement, la personne qui est venue te voir va pouvoir avoir un déblocage qui va lui permettre de vivre une sexualité riche et épanouie. Ok. Bon. Messieurs, si vous avez des petits problèmes, appelez-moi. Appelez-le. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Il y a plein de... Oui, mais je sais, puis moi, c'est pas mon domaine, donc j'essaie d'être créatif. Hein, mais... Ah, mais je vois. Non, mais de manière très concrète, l'hypnose, et c'est ça qui est fabuleux dans le temps présent, c'est que l'hypnose, c'est quelque chose qui est vieux comme Hérode, même plus vieux qu'Hérode, puisque je crois que les premiers signes, les premiers écrits sur l'hypnose datent des pyramides, donc ça date pas d'hier. C'est vraiment préhistorique pour le coup. Et chaque jour qui passe, on découvre de nouvelles applications. Une des nouvelles techniques, le MDR par exemple, dont beaucoup parlent, qui est une technique très spécifique, qui est une technique qui est beaucoup utilisée notamment pour aller contre certains traumatismes. On va utiliser des mouvements oculaires avec des mains, etc. Ça, c'est une technique qui est très récente. Elle date, de mémoire, je crois qu'elle date de 1970 ou 1980. C'est Shapira qui l'a créée. Mais quelque part, c'est une forme d'hypnose. C'est vraiment l'hypnose, quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit l'hypnose ericksonienne, hellmanienne, directe, l'hypnose humaniste, tout ce que l'on veut. Tout ça, ce ne sont que des voies d'une même autoroute pour aller à la même destination, c'est-à-dire l'inconscient. Cet inconscient qui, j'allais dire, sait tout de toi, parce qu'il enregistre, il engramme, il sait. Et
comment on rentre avec lui en contact. Et l'hypnose, il y a d'autres manières, il y a d'autres techniques, j'allais dire, qui sont dans d'autres univers, mais dans l'univers purement hypnotique, c'est un biais pour rentrer quelque part dans une partie de toi. D'accord. Donc en fin de compte, on peut l'appliquer à vraiment beaucoup de choses. On peut l'appliquer à énormément de choses, que ce soit le coaching. Je mange trop, monsieur, ou je mange pas assez, je suis neurasthénique. Rigolez pas, vous, quand je dis que je suis neurasthénique. Avec l'hypnose, je peux m'aider. Enfin, tu peux m'aider. Je peux t'aider à t'aider. Donc, d'accord. L'hypnose peut vraiment avoir. Regarde, le coaching sportif actuellement, l'hypnose est en train. Ça fait longtemps qu'elle y est déjà, mais là, il y a vraiment un gros travail qui est fait au niveau des sportifs de haut niveau, avec tout ce qu'on appelle le coaching, et qui est aussi de l'hypnose. Il y a un travail sur la concentration, sur la mémoire. Vraiment, partout où l'esprit humain peut s'aventurer, l'hypnose peut être à sa suite. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est-à-dire que d'un outil aussi ancien, aussi archaïque au sens premier du terme, c'est-à-dire qui fait partie de nous depuis si longtemps, que l'on puisse encore découvrir des choses, des applications, des techniques, c'est fabuleux. Oui, non, mais tout à fait. Je crois que c'est Dostoïevski qui disait la mémène est tellement vaste qu'on ne pourrait pas la raccourcir. Mais on est là-dedans. Alors, moi, monsieur, j'ai une mémoire de poisson. J'imprime pas. Tu me dis un truc, je l'entends, mais j'imprime pas. Demain, je ne me souviendrai pas que tu me l'as dit. Est-ce qu'avec l'hypnose, je peux faire quelque chose pour me le rappeler? Alors déjà, si tu viens me voir sur ce cas spécifique, et puis sur d'autres aussi, je te demanderai si tu as déjà été voir un médecin, pour voir si au niveau cérébral, tu n'as pas de problématique particulière. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que l'hypnose ne guérit pas, là encore, au sens médical du terme. Oui, bien sûr. Et il se peut que tu aies, je ne te le souhaite pas, mais tu peux avoir une tumeur, tu peux avoir une problématique très particulière qui, j'allais dire, tu ne le sauras pas. On va travailler en hypnose dessus. Et puis manque de peau, ça va rester. Un exemple typique. Alors, moi, non, ça va. J'ai eu des IRM, j'ai tout eu. Il n'y a rien, mon cerveau il est impeccable. Simplement, j'imprime pas. Eh bien, on peut travailler justement pour que ta mémoire immédiate ou ta mémoire puisse être amplifiée. Parce qu'après tout, tu te souviens sans doute de moments peut-être insignifiants de ta vie où tu te revois marcher dans tel ou tel endroit. Et ça, on l'a tous. Et ça, c'est de la mémoire. D'accord. Et c'est de l'allocation aux ressources. C'est laquelle mémoire? Parce qu'il y a 36 000 mémoires. Il y a 36 000 mémoires et c'est la mémoire dont tu as besoin, toi, quand on peut l'utiliser. C'est ces mémoires-là. Tu me parles dans ton exemple. La mémoire immédiate, c'est ce qui va faire que demain, je ne me sens même plus d'être venu ici. Ça, on peut la retravailler. On peut permettre à cette mémoire à courte distance, cette mémoire immédiate, d'avoir une plus grande amplitude. Donc ça, c'est intéressant. Mais là encore, et c'est très important de s'en rendre compte. On prend souvent cet exemple-là, celui de la carie, par exemple. La carie dentaire. La carie dentaire, par rapport aux douleurs. On peut, par le biais de l'hypnose, faire passer une douleur. Mais une douleur dentaire, par exemple, la carie ne va pas disparaître. Non, elle ne va pas disparaître, on est bien d'accord. C'est pour ça que je donne cet exemple par rapport au problème de la tumeur, au problème d'autres choses. C'est qu'avant que tu viennes me voir et que l'on travaille véritablement sur ton problème supposé de mémoire, ton thérapeute, quel qu'il soit, doit s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose derrière. C'est-à-dire que tu n'as pas, t'es pas une carie, parce qu'une fois que tu n'auras plus de douleur, ok, mais ta carie va continuer à grossir. Ça va continuer à progresser. Et donc si ça n'a pas été détecté, de même que si tu as une tumeur et que tu n'as plus mal, tu as de la mémoire, tout ce que tu veux, pour autant, le mal, la racine, sera encore là. D'accord. Donc un thérapeute, il faut vraiment répéter, à part si à côté de ça, il est psychiatre ou s'il est médecin, docteur en médecine, il n'est pas médecin. Non, mais ça, d'accord. Donc, mais il faut vraiment être très clair là-dessus. D'accord. Est-ce que c'est pas risqué? C'est-à-dire, je m'explique. On travaille sur le cerveau, donc ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et moi, je suis rentré dans ton cabinet pour une raison X, et en faisant le travail avec toi, eh bien, j'ai réveillé une vieille mémoire
qui fait que jusqu'à présent, j'étais hétéro, et j'étais parfaitement bien dans le fait d'être hétéro, et après avoir fait ce travail-là, je commence à regarder les hommes, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Donc, ça veut dire que quelque part, en cherchant là-dedans, on a été réveillé des vieilles mémoires, alors qui sont peut-être des mémoires d'une autre vie, j'en sais rien, mais où j'étais homo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je prendrais pas le sujet comme ça. Ouais, d'accord. Enfin, t'as compris l'esprit de la question. Ouais, j'ai compris. Si tu viens me voir et que t'es hétéro et que tu ressors du cabinet, t'es homo, venez pas. J'allais dire libre à chacun. Ouais. Mais la question peut être posée différemment. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que justement toute ta vie, tu n'as pas refoulé qui était quelque chose qui était là déjà en toi depuis longtemps? Mais j'en sais rien, monsieur, parce que moi j'ai toujours été bien comme hétéro. J'ai toujours aimé les femmes, il n'y a aucun problème. Je t'avoue que je n'ai pas encore eu de cas qui se soit révélé comme ça, mais si tel était un jour le cas, je pense que la personne qui va me voir hétéro qui ressortirait d'ici homo, je pense que concrètement c'est peut-être qu'elle avait quelque chose en elle qui lui a fait revenir à l'origine et de ce qu'elle est véritablement, plutôt qu'il a transformé. L'hypnose ne peut pas te transformer en quelque chose que tu n'es pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire de un homo un hétéro et d'un hétéro un homo. Ouais, non, ça c'est la personne, quelque part, en elle-même et en soi, qui avait ça de manière, j'allais dire, peut-être refoulée, peut-être ensevelie par le poids de la société, par le poids de son éducation, par que sais-je encore, mais tu ne vas pas la transformer. On ne fait pas de manipulation. Oui, non, d'accord. Mais il y a toujours la possibilité de faire remonter les choses. Tu fais remonter les choses. Un autre exemple. Quand j'étais très très jeune, j'ai été la victime de tout un tas d'atrocités. Et la seule manière que j'ai trouvée pour me guérir, c'est d'occulter. Et en occultant, j'ai carrément basculé. Et je suis devenu raciste, facho, méchant, enfin des trucs vraiment pas beaux, quoi. Mais j'ai aucun souvenir du passé où j'étais victime de ce que je suis en train de faire aux autres. Et en venant travailler avec toi, on va venir chatouiller cette mémoire et je vais me souvenir que j'ai été de l'autre côté de la barrière. Déjà, si tu viens me voir, c'est que tu as un souci. Oui, mais je suis venu te voir pour arrêter de fumer, moi, monsieur. D'accord, mais... mais ça a travaillé sur un truc, bing, ça m'a remis ça en mémoire. Hormis de travailler sur la clope, si ça te remet. Je ne sais pas si c'est possible, hein, ce que je dis, des fois ça peut... Quand, tu sais, les gens qui viennent pour l'arrêt de la cigarette, t'as ceux qui viennent et qui arrêtent de fumer parce qu'il n'y a que ça, et puis t'as ceux qui arrêtent de fumer, et puis qui derrière la cigarette, vont s'apercevoir qu'il n'y a pas forcément que ça. Et donc, on peut raccrocher à ton exemple, si tu veux. Si tel était le cas, si une personne pour un arrêt de la clope venait me voir et puis que ça avait des choses en elle qu'elle aurait vécues dans son enfance, par exemple, dans ce cas-là, on fait tout un travail sur le trauma, sur ce qu'elle a gardé, comment elle l'a gardé, c'est-à-dire comment ça s'est transformé, c'est-à-dire que concrètement, quand tu as un traumatisme profond, soit tu l'enfouis au 15e sous-sol, mais tu vas en avoir quand même certains échos, c'est-à-dire par ton comportement. Souvent, on a cet exemple, un enfant battu sera souvent un parent violent. C'est un exemple typique. Classique. Voilà, donc qu'est-ce que tu en as fait, je veux dire, de ce trauma-là. Et si ce trauma, pour toi, est quelque chose qui est devenu trop lourd à porter ou qui, dans ses conséquences quotidiennes et habituelles, est quelque chose qui vraiment te fait souffrir. Dans ce cas-là, il y a tout un travail que tu vas faire en PNL ou que tu vas faire en hypnose pour permettre non pas d'oublier le trauma, non pas il est parti, ça non, mais de le décortiquer, notamment l'optique PNL, tu vas le segmenter, tu vas le couper, tu vas travailler sur ce qu'on appelle des sous-modalités pour faire en sorte que ce trauma-là n'ait plus cet effet délétère sur toi. Pour faire en sorte que ce trauma-là, il n'est plus le poids, il n'est plus, j'allais dire, l'enracinement qu'il a en toi. C'est-à-dire que concrètement, ce trauma-là, tu vas pouvoir le digérer.
D'accord, mais alors je reprends mon exemple là du facho raciste. Moi, ça fait maintenant 40 ans que je suis installé dans cette vie de facho et raciste. Tous mes amis sont des fachos et des racistes, bien sûr. Je suis très bien implanté dans ce milieu-là. Ma femme, elle est comme moi, c'est pour ça que je l'ai choisie. Mes gosses, je les ai élevés pour qu'ils soient la photo confort de leur papa. Donc tout va bien et toute ma vie est construite là-dessus. Là, je viens de me rendre compte que ça ne me convient plus puisque j'ai été de l'autre côté. C'est-à-dire, ça a réactivé ce genre de mémoire et donc tout le monde dans lequel je vis va s'effondrer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pourquoi il s'effondrerait s'il te convient ce monde? Ben, il me convenait avant parce que pour moi c'était normal d'être un raciste et un facho. Mais maintenant que je sais que j'en ai souffert et que ça m'a fait mal, j'ai plus forcément envie de le faire. Et donc je vais trouver insupportable l'attitude de mes amis. Tu as deux possibilités. Soit ce monde, alors après on dépasse le cas de l'hypnose de la thérapie, mais soit ce monde va continuer à te convenir pour d'autres raisons. Ouais. Parce que justement tu vas y avoir et tu vas y voir un équilibre tout de même dans ce monde-là. Soit effectivement tu vas t'apercevoir que ce monde-là n'est pas forcément celui auquel tu aspires et qui te plaît véritablement. Ouais. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir peut-être, mais là encore, en toute écologie, tu vas pas plier tes bagages, plier tes gaules et dire ça y est, moi qui étais d'extrême droite antisémite, je suis devenu pro-migrant d'extrême gauche. Ouais. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc tu as tout un panel et tout, j'allais dire, des couleurs différentes dans les possibilités qui te permettent d'aller dans des endroits qui restent, j'allais dire, de l'équilibre pour toi. D'accord. Alors, je continue toujours dans mon exemple. Le but de la question, c'était, je constate donc tout ça, je le vis très très mal, ce changement, et je voudrais bien revenir comme j'étais avant. C'est-à-dire... revenir raciste. Redevenir le raciste que j'aimais bien et le facho que tout le monde adore. Donc regommer ce que j'avais réussi à gommer dans mon enfance. Quand tu dis le facho que tout le monde adore... Ouais, que tout le monde adore, j'adore. J'allais dire, si quelqu'un venait me voir et me disait je veux revenir la personne que tout le monde adorait. Ouais. C'est pas tant sur le terme de facho que j'appuierais que tout le monde adorait. Parce que là, il y a une clé, si tu veux, qui vous adore. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes facho, etc. Enfin, voir qu'il y a une idée d'image de soi, etc. Voilà, mais faire ce que tu viens de me dire, par exemple, le lundi je suis facho, mais je passe gauchiste le mardi. Mais en fait, le mercredi, je m'aperçois que le fait d'être gauchiste, ça me plaît pas, et que le jeudi, je préfère retourner facho. Ça, on va pas vraiment faire ça en cabinet, si tu veux. Parce que on va pas traiter ce genre de... On peut pas gommer. Ah non, tu peux pas gommer. Les mémoires qui se réactivent, on peut pas les gommer. Non, tu les fais accepter, tu les fais gérer différemment, mais en aucun cas, tu gommes, comme un coup d'éponge ou comme un bout de gomme, tu vas effacer une partie de ta vie. Tu peux créer des amnésies, j'allais dire, avec de l'hypnose, mais c'est des amnésies, j'allais dire, très superficielles dans le temps et dans la mémoire. Mais de manière où cela va changer ton caractère et ta manière de vivre, non. Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est plutôt rassurant. Ouais. Là encore, et c'est bien que tu fasses ce genre de vidéo, et je te remercie vraiment devant tout le monde, parce que il y a beaucoup d'images fausses qui circulent sur l'hypnose. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a bien sûr Mesmer, que tout le monde connaît, une fresque, et le fameux Dor, etc. Bon, oui, il fait de l'hypnose. Mais c'est comme si tu compares quelqu'un qui a eu, je ne sais pas moi, qui va faire des cascades au cinéma avec une voiture, à un ambulancier qui va aller à l'hôpital avec une voiture. Ça reste un outil avec 4 roues et un volant, mais ça n'a pas du tout le même but et la même finalité. Mesmer fait de l'hypnose, d'ailleurs je crois que dans une vie avant qu'il ne soit homme de spectacle, il était lui-même psychologue, je crois, mais on va pas faire la poule à quelqu'un dans un cabinet. Oui, non, aucun intérêt. Voilà. Sauf pour prendre un œuf. Sauf pour prendre un œuf, mais bon, pour l'instant on ne fait pas ça dans un cabinet, mais dans le poulailler, donc tout à fait, on serait moins à l'aise. Mais voilà, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas en avoir peur, parce que avoir peur de l'hypnose, c'est quelque part avoir peur de soi-même. D'accord. Lorsque les gens viennent me voir, ils me disent « Ah, mais j'ai peur de perdre le contrôle
parfois je me demande, mais est-ce qu'ils parlent vraiment aux thérapeutes qui est en face d'eux ou est-ce qu'ils se parlent à eux-mêmes quand ils les épargnent de contrôle. Et ça va en parallèle avec ce fameux lâcher-prise dont tout le monde parle et qui me fait assez rire parce que de mettre dans une même phrase lâcher et prise, moi j'ai jamais vraiment su ce qu'on voulait dire là-dedans. Donc les gens ont cette idée fausse de thérapie, de la perte soi-disant de contrôle, etc. Alors qu'en fait on leur propose juste d'avoir encore pas un meilleur contrôle au sens je verrouille, mais une meilleure direction de leur existence. Une direction qui soit plus conforme à leurs valeurs profondes. Et ça c'est vraiment important. Toute hypnose est une auto-hypnose. Donc quelque part, le thérapeute est là pour permettre à la personne d'aller sur le chemin qui lui est le meilleur pour elle. D'accord. La différence entre l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors, toute hypnose est une auto-hypnose, mais de manière plus pragmatique, quand on sous-entend l'hypnose, c'est par le biais d'un thérapeute. Oui. Alors que l'auto-hypnose, c'est par le biais d'un thérapeute qui est soi-même. Pas forcément, parce que la plupart du temps, on se fait faire une séance d'auto-hypnose. Ça s'appelle auto-hypnose parce que tu restes toujours entièrement maître de ce qui se passe. Alors, en hypnose, l'hypnotiseur prend quand même un petit peu le pas sur toi, puisqu'il t'induit un comportement pour t'emmener dans un certain état. En auto-hypnose, il ne fait que suggérer et à tout moment tu dis oui ou non. Alors, j'ai pas la même acception que toi de l'auto-hypnose. D'accord. L'auto-hypnose, en fait, c'est seul. Oui, c'est le but. Voilà. C'est là où je disais que justement, quand tu fais une séance d'hypnose, tu es avec quelqu'un en face de toi. Quand tu es en auto-hypnose, tu es face à toi. Oui. Donc, alors, bien sûr, tu as pu t'entraîner à faire de l'auto-hypnose avec quelqu'un à tes côtés qui connaît les techniques et qui va te guider dans cette approche des techniques-là. Oui. Mais pour moi, lorsque tu fais de l'auto-hypnose, c'est que tu es déjà suffisamment capé pour être seul face à toi-même et pour entrer dans un état, dans une induction, entrer en transe et en sortir, etc. C'est en cela que, pour moi, j'entends le mot auto-hypnose. D'accord. L'effet, j'allais dire, la différence, c'est pas qu'il n'y en ait pas, mais l'une est dirigée, l'autre ne l'est pas. Je pense que le travail thérapeutique, et là je parle vraiment thérapeutique, je ne parle pas on se détend, on se relaxe, voilà. Je parle d'un travail vraiment thérapeutique, quand tu vas avoir des personnes qui vont venir te voir pour des traumas importants, des viols, des incestes, des choses lourdes, tu vas pas pouvoir faire ce travail-là en auto-hypnose. Enfin, à mon sens, quand tu n'as jamais fait d'hypnose, tu vas pas traiter ton propre viol avec une auto-hypnose. Non, c'est pour ça que tu viens voir un thérapeute qui va te faire la séance d'auto-hypnose. Mais alors, c'est là où il faut qu'on se comprenne. Oui. Je veux dire, moi, quand j'ai un patient qui vient me voir et que je lui fais une séance d'auto-hypnose, je ne prétends pas être hypnothérapeute et je ne fais pas une séance d'hypnose. L'auto-hypnose, c'est une relaxation profonde, très profonde, et qui emmène après sur certains types d'exercices qui vont aller travailler sur le deuil, la souffrance, le machin. Là, c'est presque plus de la sophrologie que d'une décrit. Mais attends, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? Caicedo a développé. Non, Caicedo, il n'a rien développé. Caicedo, il a pris l'auto-hypnose et il l'a transformée, parce que l'auto-hypnose, ça existe depuis l'Égypte. C'est ce que je te dis, Gérard. Voilà. Caicedo, lui, quand il n'a rien inventé, Caicedo. Ah oui, mais il a déposé le nom. Il a déposé, donc il a inventé. Tout à fait. Donc, ok, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui. Ah ouais, mais voilà. Donc concrètement, Caicedo, qui à la base faisait de l'hypnose, s'est retrouvé un peu, selon ses dires, un peu limité, où il n'aimait pas trop l'approche. Enfin, bon, ça, c'était, j'allais dire, au tout début. Et donc, il a développé l'outil Sophro. Quand tu me dis
qu'avec un thérapeute, tu vas rentrer dans de l'auto-hypnose. Dans un sens, je te dis oui, parce que pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, l'hypnose est d'abord une auto-hypnose. Tu vas déléguer au thérapeute la capacité de t'hypnotiser, on va dire. Mais ce oui est un oui mais. C'est parce que derrière ça, pour certains protocoles, il faut une maîtrise de l'outil que tu ne vas pas forcément avoir en auto-hypnose. Quand tu fais par exemple certains protocoles liés, je vais dire, un truc aussi bête qu'un nettoyage de printemps, qui est un des protocoles pas les plus basiques, parce qu'il n'y a pas de protocole basique, mais les plus répandus. Si tu ne le connais pas, en auto-hypnose, c'est compliqué de le faire. Tu peux faire des hypnoses guidées, mais qui ne sont pas vraiment des auto-hypnoses. Pour moi, l'auto-hypnose, c'est vraiment c'est autonomie, où tu peux te retrouver seul dans ta chambre, te mettre tout seul dans le je vais te poser l'histoire autrement. Je viens te voir pour n'importe quoi comme protocole. On va faire 10 fois la séance ensemble. À la fin de la 10e fois, je ne serai toujours pas capable de me le faire, puisque c'est de l'hypnose. Je t'arrête tout de suite, parce que si je te fais 10 fois le même protocole pour la même problématique, c'est qu'il y aura un souci. Parce que l'hypnose étant une thérapie brève, si je te fais 10 fois la même chose et que ça ne fonctionne pas, là on va rentrer dans un principe PNL qui dit si tu fais quelque chose et que ça ne fonctionne pas, fais autre chose. Donc je ne te ferai pas le même protocole justement. Au bout de 3-4 fois, si je vois qu'il y a quelque chose qui bloque et qui ne fonctionne pas, je me dirais bon attends, je me remets un peu en question, je prends une autre approche, je fais autre chose, ou je t'enverrai vers un collègue peut-être parce que tu sais, ça peut parfaitement arriver que parfois ça ne colle pas. Mais de ce que tu me décris, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est en termes d'enseignement dans le protocole. Mais ça, moi tu viens me voir. Mais là on était dans la thérapeutique. Tu viens me voir pour un problème de peur. Moi j'ai un protocole que j'utilise pour la peur, en auto-hypnose, je vais te le faire une fois, parce qu'à chaque fois on va travailler sur une peur différente, mais le protocole, c'est la peur qui change, le protocole est le même. Donc la première fois c'est la peur du noir, donc je te fais tout le travail, et puis la fois d'après, la semaine d'après tu reviens, on va travailler la peur du jour, et puis après on va travailler la peur d'autre chose, mais c'est toujours le même protocole. Une fois que tu auras fait 5-6 fois le protocole, tu peux le faire tout seul. C'est pour ça que c'est auto-hypnose. C'est ça que tu apprends en même temps à le faire. Et après, tu vas travailler tout seul chez toi, tu vas même plus venir me voir, et tu vas juste changer ta peur. Mais le protocole, tu le connais. En hypnose, on ne peut pas le faire. En hypnose, on n'aura pas la même approche. On va travailler, mettons, sur l'idée d'une peur. Alors, si quelqu'un a peur et du jour et de la nuit... oui, c'est compliqué. C'est compliqué à faire, mais... C'était pour trouver... Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui a plusieurs phobies. La phobie des araignées, la phobie des rats, tout ce que tu veux. Bref. On va pouvoir travailler sur une phobie par le biais de ce qu'on appelle des suppressions d'encre, des choses comme ça, qui sont presque plus PNL qu'hypno, mais bon, c'est pas de problème. Mais on va pas faire 10 fois la même chose, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, il y aura peut-être dans ses peurs à lui, et dans ses peurs à elle, une visée archaïque, et toutes les peurs, la somme de toutes ces peurs renverra à une même racine. C'est cette racine-là qui sera traitée quelque part. Donc il n'aura pas forcément besoin de 10 séances avec un séquençage de 10 peurs différentes. Ou de 10 phobies différentes. Donc peut-être que, sans rentrer dans une visée psychanalytique, c'est pas ça du tout. Mais peut-être que le travail qu'on va effectuer va lui, dans un exemple tout bête, il y a un protocole qui s'appelle le protocole de Rossi en hypno, qui est un superbe protocole. Ernest Rossi était un disciple d'Erickson, et en gros, je te la fais courte, on va demander à ton inconscient quel est, pour toi, le nœud de tes phobies, par exemple. On va reprendre cet exemple-là. Et je vais demander à ton inconscient de faire en sorte que plus tu vas t'approcher de ce nœud-là, ce nœud de ces phobies, et plus tes mains vont se rapprocher. Et lorsque tes mains se seront touchées, cela signifiera que cette part de toi a trouvé l'origine de ces phobies, l'origine de ta problématique. Donc tu vas avoir tes mains qui vont se rapprocher et poum, elles vont se toucher. Merci petit inconscient. Une fois que tu as trouvé ça, que tu as trouvé l'origine, que tu as trouvé le nœud de tous les nœuds, je vais te demander
de trouver très facilement, très sereinement, tous les dossiers, toutes les choses qui ont un lien avec ce nœud-là. D'accord. Et tu vas tout simplement commencer à avoir une des mains, de tes deux mains, celle de ton choix, qui va commencer à descendre. Et quand elle aura touché ton genou, ça veut dire que ton inconscient, cette part de toi-là, aura trouvé tous les dossiers qui ont un lien avec le nœud principal de ta phobie, de tes phobies, de tes peurs, etc. D'accord. Ok, maintenant tu as l'origine, tu sais d'où ça vient, tu as tous les dossiers. Maintenant, je vais te demander avec ton autre main de trouver toutes les solutions grâce à tout ça. Et ta main, l'autre main, elle va descendre. Lorsqu'elle va toucher ton genou, tu auras toutes les solutions à tous les dossiers, toutes les problématiques. Et je vais te demander, une fois que tu as fait ces trois phases-là, de te futuriser, c'est-à-dire de t'imaginer dans le futur avec toutes les solutions qui t'auront été apportées toi-même par ton inconscient. Et de voir si c'est bon pour toi, si c'est écolo pour toi. Et si c'est bon pour toi, de faire une sorte de mise à jour de ton programme intérieur. Et donc, d'enlever tout ça. Et c'est très semblable en fin de compte. Voilà, sauf que là, tu vas l'utiliser dans le nœud. D'accord. Tu ne vas pas utiliser phobie par phobie ou peur par peur. Et ça, c'est un protocole Rossi, Ernest Rossi, voilà, qui est très beau parce qu'il paraît très simple. Tac, 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 mais qui est très puissant quand il pense parce que voilà, il l'oblige à vraiment à aller chercher vraiment très profondément. Et c'est un des protocoles qui me fascine le plus par sa simplicité profonde. D'accord. Ok. Ok, bah je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ta profession. Merci à toi. On aura l'occasion de faire d'autres vidéos pour entrer peut-être plus en profondeur sur un aspect plus technique ou voir comment on fait une induction ou des choses comme ça. Tout à fait, pas de souci. Vous avez vu les amis, comme d'habitude, en bas de la vidéo, il y a la bande qui défile, sur lequel vous avez trouvé donc l'adresse de son cabinet, son téléphone, son adresse mail, son site internet et sa page Facebook. Donc vous avez tous les moyens de le contacter. Donc toi tu travailles sur Bordeaux. Son cabinet est sur Bordeaux. Je suis sur Bordeaux, je travaille aussi, la limite c'est Mérignac, et je peux aussi me déplacer à domicile pour des personnes qui seraient empêchées ou qui ne pourraient pas se déplacer. D'accord. Est-ce que tu travailles à distance? Non, ça je ne travaille pas à distance. Téléphone? Non. D'accord. Pour une simple bonne raison, c'est que dans ma pratique à moi, j'ai besoin de voir la personne. D'accord. Et puis il y a quelque chose de... Il faut aussi avouer, j'allais dire, la première des compétences, c'est de savoir reconnaître son incompétence. Et parfois, il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle une abréaction. Une abréaction, c'est-à-dire que la personne en face de soi fasse un bad trip, pour parler clairement, soit pas bien. Et quand on est en face de la personne, on peut tout de suite agir. Si on est à l'autre bout de la France par téléphone, c'est plus compliqué. Donc voilà. Personnellement, je ne travaille pas à distance. D'accord, ok. Pour conclure, est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire à nos téléspectateurs, une idée, un conseil Le seul conseil que je pourrais donner pour ceux qui aiment l'hypnose, ceux qui n'ont pas essayé, ceux qui voudraient essayer, c'est tout bêtement d'essayer. C'est d'essayer par le biais de l'auto-hypnose, c'est le biais d'aller voir un thérapeute. Il n'y a aucun danger à faire de l'hypnose avec quelqu'un qui soit qualifié pour. Je déconseille quand une personne a une problématique particulière, d'aller faire son shopping sur internet. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, si on fait une abréaction et que c'est une vidéo YouTube, la vidéo ne va pas s'arrêter et on va être un peu seul. J'ai déjà eu des cas comme ça de gens qui sont venus me voir après avoir visionné des vidéos. Ça les avait pas tués, mais ça les avait bien secoués quand même. Donc faut être raisonnable et aller voir quelqu'un qui soit, j'allais dire, qui soit du métier, qui ait une déontologie, et vraiment essayer parce que c'est quelque chose qui peut vous réconcilier avec une part de vous-même, avec une part de soi. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que dans ma pratique, je vois des gens qui sont dissociés de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il y a la partie consciente, raisonnée, raisonnable, et puis de l'autre côté, il y a la partie qui aimerait bien justement pouvoir communiquer avec cette partie raisonnée et raisonnable. Et il y a une espèce
de musique entre les deux. Les gens souvent me disent, quand j'essaie de penser, j'ai de la musique qui vient dans la tête, je pense à plein d'autres choses, sauf à ce que je devrais penser. Et l'hypnose peut permettre de réassocier ces deux aspects de la personne et de faire en sorte que de plusieurs nous ne fassions qu'un. Et ça me semble très intéressant. Donc, essayez l'hypnose. Merci à toi Gérard d'être venu pour nous permettre avec grand plaisir, de rencontrer tous. Et à très bientôt, j'espère. Bien sûr. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» L'aventure se termine maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.